15 mars 1896. Émile Combes, ministre de l'Instruction publique. Monsieur l'inspecteur d'académie, des sociétés savantes m'ont signalé les services rendus par les instituteurs publics dans les recherches historiques ou archéologiques. Un assez grand nombre de ces monographies ont figuré à l'exposition de 1889. Il serait désirable que la collection fût enrichie pour la future exposition universelle, ces études devant constituer une source importante pour l'histoire communale. Ainsi, à l'aube d'un siècle nouveau, la République manifeste un intérêt marqué pour le local. Elle mobilise ses instituteurs pour écrire l'histoire de leur commune et l'inscrire dans un cadre plus large, celui de la nation. Autour de 1880, les républicains s'installent au pouvoir. Pour des Gambetta, des Jules Ferry, le moyen principal de forger l'identité de la nation réside dans l'unité de sa mémoire, c'est-à-dire dans l'édification de son histoire diffusée par l'école. L'histoire locale, dans ce qu'elle a de plus concret, est appelée à consolider l'unité de la nation. Bien plus, chaque instituteur est invité à produire des images et des héros, correspondances locales des figures emblématiques qui ornent les pages des manuels d'histoire de France. De même, toutes ces petites Frances avec leurs emblèmes, leurs légendaires, leurs paysages et leurs monuments sont convoquées pour inscrire la patrie au cœur de ce que chacun a de plus cher, son village et son pays, éléments divers d'une unité que les cartes accrochées au mur des salles de classe rappellent sans cesse. Dans l'école laïque et républicaine, les instituteurs publics sont naturellement les chevilles ouvrières de cette grande œuvre d'enracinement du sentiment national, eux qui contrôlent et diffusent l'enseignement du français, de l'histoire et de la géographie, des sciences et du calcul, eux qui énoncent la morale, la foi dans le progrès et l'amour de la patrie, eux qui relient le passé et le présent, le local et le national. Ce faisant, ils s'opposent parfois violemment aux cléricaux, hostiles à ces écoles sans Dieu. L'inspecteur d'académie de Seine-et-Oise diffuse immédiatement les instructions ministérielles. L'ensemble des notices rédigées constituerait une collection des plus intéressantes, et chacune d'elles, après l'exposition, aurait sa place dans les archives du département et des communes. Je recommande donc ce travail à l'intérêt de nos maîtres. Je ne doute pas qu'ils répondent avec empressement à mon appel. La réponse est venue, en effet, massive, et constitue aujourd'hui un ensemble remarquable par son volume et sa diversité, peu connue, conservé à Versailles aux archives départementales des Yvelines. L'inspection d'académie fournit en même temps un plan détaillé couvrant la géographie, l'histoire, invitant à citer les grands faits et personnages remarquables, ainsi qu'à retracer les progrès de l'instruction publique. Dans l'ensemble, les instituteurs ont respecté le programme, donnant aux monographies une unité remarquable. Cependant, chacun a suivi dans la réalisation ses penchants et ses goûts, faisant de chaque recueil une œuvre originale et quelquefois un exercice de style dont la lecture reste aujourd'hui passionnante. La première distinction qui s'impose au lecteur concerne l'importance et le sérieux du travail, de quelques feuillets hâtivement rédigés à de véritables livres remarquablement composés où le goût de la décoration l'emporte quelquefois sur le fond. L'intérêt du texte est en effet très inégal. Souvent, les informations sont de seconde main, directement retranscrites. Dès lors, le contenu est entaché des insuffisances et des limites de l'état des connaissances à la fin du XIXe siècle. Plus rarement, des maîtres réalisent un travail original, produisent des sources rares, recueillent des témoignages et font état de trouvailles archéologiques. Les résultats sont inégaux, mais toujours passionnants à découvrir. Cependant, les auteurs des monographies sont les plus intéressants lorsqu'ils décrivent leur époque, parfois illustrés de photographies ou de dessins. Les descriptions se succèdent, évoquant les coutumes et les fêtes, les costumes et les conditions de vie, les habitudes alimentaires. Certains même rapportent le patois encore en usage dans leur village. Pourtant, le sujet probablement le plus intéressant des monographies, auquel ne s'attendaient pas leurs promoteurs, c'est la découverte des instituteurs eux-mêmes et d'un groupe social.
Leur personnalité se révèle au fil des pages et quelques figures émergent de l'ensemble. On pourrait évoquer les pessimistes. Monsieur Charlot, à Henry. La commune marche vers sa décadence. Les optimistes, tel l'instituteur de l'Isle-Adam. Que nous sommes loin du siècle dernier et même de 1850, et combien nos élèves, l'avenir de notre chère France, sont redevables à la Troisième République de les avoir comblés dans de semblables conditions de bien-être et de facilité, du plus estimable des bienfaits, l'instruction. Les passéistes. Ainsi M. Plancoire, remarquable érudit par ailleurs, instituteur à Cléry-en-Vexin, à propos des trains jugés trop lents par ses concitoyens. Ce sont les express qu'il nous faut. Les rapides. Mais ils ne vont pas assez vite, les rapides. C'est l'éclair que nous guettons. Chemin de fer électrique à 200 km à l'heure et plus encore peut-être. Ah, mais par ce train, où l'avenir nous mènera-t-il? Les modernistes. Monsieur Carbon, instituteur à Bouffémont. Aujourd'hui, toutes les misères du passé ont disparu. Plus de meutes au milieu des récoltes. Le paysan, bien nourri et bien habillé, profite du fruit de son travail. Il peut ainsi préparer à ses enfants un avenir plus doux. Que le gouvernement de la République, toujours soucieux du sort de la classe ouvrière, soit béni pour tous les bienfaits qu'il accorde au peuple. L'instituteur républicain et patriote est bien sûr présent, comme M. Rouland à Valmondois, qui conclut ainsi sa monographie. Ô les cœurs, jeunes gens, anciens élèves de l'école de Valmondois, et vous justifierez votre fière devise. Soyons prêts. Oui, soyons prêts. Demain peut-être votre courage et votre endurance seront mis à rude épreuve. Vous êtes l'avenir de notre beau pays des Gaules, cette patrie qui ne périclitera jamais. Vous ne le voulez pas. Tout pour la France, tout pour la République. Le laïc convaincu aussi, tel M. Sagnier, directeur de l'école publique de Pontoise, qui écrit « Depuis mon arrivée à Pontoise, 37 élèves sont venus spontanément de l'école congrégationniste sans qu'un seul nous ait quittés pour aller à l'école des frères. C'est un heureux résultat dont je suis fier. » Il y a enfin les passionnés, tel ce chasseur maître à Bréançon qui signale « chasse admirable, gibier très abondant ». L'instituteur de Beson est géologue, celui de Bouffémont botaniste. Il y a encore l'apiculteur, l'historien, l'artiste. Aucun cependant, dans la passion, ne dépasse le maître d'école de Courcelles-sur-Viosne, M. Landrin, qui, poète, rédige toute sa monographie en alexandrin et achève ainsi son ouvrage. Enfants, sachez toujours garder reconnaissance à vos maîtres dévoués, à l'école, à la France, qui mettent dans vos cœurs l'amour du vrai, du beau, forgeant en vous l'espoir d'un siècle nouveau. Le maître qui vous parle instruit vos intérêts, fait des hommes de vous et de vrais bons Français. Par lui, vous apprendrez le beau qu'il faut sentir. Les bons livres qu'il lit vous feront réfléchir. Alors, dans votre cœur croîtra la poésie, qui vous abreuvera de sa douce ambroisie. Au sein de la nature, alors vous bénirez la stature de Dieu, que vous reconnaîtrez.